qui sont des conférences, mais aujourd'hui, je vois que la salle est bien remplie. Donc notre après-midi va se passer en deux temps. Nous aurons tout d'abord l'intervention de M. Jean-Claude Bernier, et ensuite on va avoir la remise des prix aux candidats et candidates au concours régional des Olympiades de la chimie, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà donc pour le programme. Alors en accord avec M. Jean-Claude Bernier, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il a fait dans sa longue carrière. Sachez simplement que depuis l'âge de 21 ans où il a commencé à travailler pour le CNRS, il s'est passé pas mal de choses. Vous l'avez là, donc il est professeur émérite de l'Université de Strasbourg, il a été directeur scientifique de la chimie au CNRS, il a été le cofondateur, le directeur de l'école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. C'est quelqu'un qui a collaboré avec plusieurs groupes industriels, avec des ministères. Il a eu de très nombreuses publications et il a collaboré tout à fait dernièrement un ouvrage qui s'appelle donc Chimie et changement climatique. Je vous laisse la parole donc pour 50 minutes si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui, cet après-midi, des habitations, de l'évolution de ces habitations au cours du passé, et puis peut-être regarder un petit peu l'évolution du futur et comment la chimie a pu intervenir dans ces évolutions. Alors nous allons partager cet exposé en trois parties. Tout d'abord un regard sur l'histoire, où nous passerons rapidement en revue les types d'habitations, la maison dite écologique, c'est-à-dire quel habitat pour faire face à la transition énergétique. Et enfin, la mégapole, la ville et la mégapole, c'est-à-dire comme la population vit de moins en moins en monde rural et qu'elle gagne le monde urbain dans les villes, comment les villes doivent faire pour s'adapter à leur évolution. Mais j'ai l'impression que vous en savez presque plus que moi, puisque le thème des Olympiades, c'était chimie et les villes, et les grandes villes. Alors tout d'abord, regard un peu sur l'histoire, en un. Comment les populations anciennes se sont abritées et comment l'évolution de l'habitat a pu répondre au contexte historique. Tout d'abord, l'homme des cavernes. En France, notamment dans le Périgord, vous trouvez pas mal de grottes qui ont servi à abriter, il y a quelques dizaines de milliers d'années, des hommes et des femmes préhistoriques, population de chasseurs, population de cueilleurs, et qui devaient s'abriter, se protéger du climat, se protéger éventuellement des bêtes féroces et éventuellement des clans rivaux. Alors, en dehors de la préservation du feu, c'est-à-dire, c'est une première innovation, la découverte du feu, et surtout de ses propriétés thermiques qui ont permis de cuire, de faire des aliments, de se nourrir, mais aussi commencer à faire des outils. La chimie intervient peu en dehors de la propriété de combustion du carbone, et puis également un peu au niveau artistique, puisque vous avez des oxydes de fer qui permettaient de faire des dessins à couleur rouge, et puis également du graphite, c'est-à-dire venant des cendres, du charbon, pour faire ces magnifiques fresques que l'on peut voir notamment dans les grottes du Périgord. Premières habitations, suite logique des grottes, les habitations troglodytes. Les habitations troglodytes, c'est relativement simple.
on creuse dans une pierre tendre. C'est en général une pierre calcaire, c'est-à-dire du carbonate de calcium, qui est assez tendre, et on fait à ce moment-là une extrapolation des grottes. Autre innovation, les peuples primitifs ont réussi à fabriquer des murs en pierre sèche, donc en se servant de l'argile du sol, toujours avec un petit peu d'oxyde de fer, hein, surtout si vous allez dans le continent africain, vous avez la latérite, c'est surtout de l'oxyde de fer avec de l'argile. La chimie est peu présente non plus, bon, au-dessus des palmes ou de la paille, pour se protéger du soleil ou de la pluie. Les habitations nomades, là, il y a un peu plus d'innovation parce que ce sont des populations d'éleveurs qui doivent bouger, ils doivent se déplacer avec leurs troupeaux pour trouver à les nourrir. Alors, ce sont les premières innovations. Vous avez des systèmes démontables en bois et des structures avec soit de la laine tissée qui vient des animaux, soit des peaux de bêtes. Les tipis et les yourtes, ce sont les précurseurs de nos caravanes et de nos motorhomes. Mais nous n'avons pas à nous déplacer pour les animaux, nous nous déplaçons pour aller en vacances. Des habitations un peu plus élaborées, avec de plus en plus d'outils qui se sont créés. On peut, avec des outils qui ont été développés, façonner le bois. Donc on façonne le bois et on fait un espèce de matériau composite. Le torchis, c'est de l'argile avec de la paille qui finalement est un assez bon isolant de la chaleur ou du froid. On y ajoute en Normandie des roseaux séchés pour faire les chaumes et vous avez en Lozère les pierres de Lozère qui sont des pierres que l'on arrive à faire des murs en pierre séchée et des toits en lauze. C'est-à-dire qu'on essaye de se servir des matériaux qui sont présents. C'est une espèce de physico-chimie des matériaux. Alors, quelles nécessités et quelles exigences? Eh bien, il faut d'abord se protéger. Il faut se protéger du soleil, il faut se protéger de la pluie, il faut se protéger des bêtes sauvages, il faut se protéger également des ennemis. Ensuite, il faut survivre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir vivre, manger, se nourrir, travailler ensemble, éventuellement faire des objets d'art, donc s'occuper et créer. Et on utilise à ce moment-là des matériaux que l'on a sous la main, le bois, l'argile, les oxydes, la terre, la boue, etc. Donc on fait une espèce de physico-chimie des matériaux que l'on a sous la main. Un petit moment de respiration. Non, c'est évidemment pas la maison du futur, quoique la paille, c'est un tube de cellulose avec de l'air. Et donc, ça peut constituer un isolant de la chaleur ou du froid. La deuxième partie, la maison écologique. C'est donc répondre à toutes les exigences précédentes, mais de plus veiller à l'environnement et surtout répondre aux économies d'énergie, évitant une débauche de gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique. Alors, l'utilisation dans l'habitat, l'isolation dans l'habitat, le secteur domestique en France représente à peu près 23% de la dépense énergétique. C'est-à-dire environ 112 millions de tonnes de gaz carbonique qui sont émis par an, rien que pour le chauffage et l'éclairage des maisons et des magasins et des bâtiments commerciaux. C'est le second poste après le transport, automobile, avion, train, etc. Rien que pour le chauffage et pour l'éclairage des bâtiments. Les négacalories,
ou les négawatts, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. Et donc, c'est évidemment ça qu'il faut mettre en solution. Alors, comment faire pour éviter que les calories partent... Pas terrible. Hein. Comment éviter que les calories partent d'une face de la source chaude vers la source froide? Vous avez deux parois. Eh bien, la résistance thermique, c'est proportionnel à l'épaisseur divisé par lambda, la conductivité du matériau, et évidemment par la surface. La conduction, c'est l'inverse de la résistance thermique, c'est évidemment R-1. Alors, quelques comparaisons. Bien, vous avez par exemple les métaux. Les métaux, ils ont des lambdas en watts par degré K et par mètre qui sont considérables. Si vous avez des casseroles... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Si vous avez du cuivre, par exemple, si vous avez une casserole en cuivre, 390 comme lambda, vous savez bien que si vous avez un manche qui est en cuivre, vous allez vous brûler les doigts parce que c'est très bon conducteur. Il vaut mieux avoir un manche en bois isolant. Les matériaux, comme le verre par exemple, vous voyez, ont des lambdas bien plus faibles. Le béton également, le bois, pas mauvais du tout. Le polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, vous voyez, est 10 000 fois moins conducteur de la chaleur que le cuivre. Ce sera donc un bon isolant thermique. La perlite expansée. La paille, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas mauvais la paille. La laine de verre également. Pour les gaz, l'air sec, vous noterez ici que entre l'argon et l'air sec, il y a finalement presque un facteur 2. Donc ça, vous en souviendrez lorsqu'on parlera des vitrages isolants. Alors, quels matériaux utiliser? Parce que la maison individuelle est une passoire de calories. Vous avez 30% qui passent par le toit, 20% par le renouvellement d'air, 13% par les portes et par les fenêtres, 16% par le sol et également autant 16% par les murs. Donc, il faut absolument isoler une maison si vous voulez qu'elle soit à peu près conforme et que vous luttez contre la transition énergétique. Les objectifs. Les objectifs, c'est actuellement, nous avons en moyenne en France une dépense d'environ 225 kWh par an et par mètre carré. Si vous êtes une maison individuelle, vous regardez votre consommation électrique, vous faites la sommation sur un an et vous regardez si vous êtes dans cette moyenne. Les objectifs avec le règlement thermique 2012, c'est d'arriver à 50 kWh par mètre carré et par an. J'ai mis sur le côté ce qu'il faudrait mettre au minimum comme laine de verre en dessous du toit pour éviter les déperditions. 30 cm. Et en 2020, on aurait en principe la maison passive, qualité BBC, c'est-à-dire celle qui ne consomme rien. Vous vivez dans cette maison et l'éclairage ou la chaleur naturelle fait qu'elle se chauffe toute seule. Bon. On peut douter un peu, hein. Bon. Mais enfin, voilà, en 2020, alors ça, je vous parle des maisons neuves, évidemment, des constructions neuves. Le gros problème, ce sont les constructions anciennes, parce qu'il y en a des millions et qui ne sont pas isolées du tout et qu'il faudrait isoler. L'objectif du gouvernement est d'en faire 400 000 par an. Malheureusement, on en fait à peine 200 000 par an. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, pour construire les matériaux de structure, vous avez la brique monobloc céramique, c'est-à-dire on extrude une pâte et on la fait cuire à haute température et on essaye de diminuer, d'augmenter le chemin thermique. Le drame dans les constructions, c'est ce qu'on appelle le pont thermique, c'est-à-dire
un endroit où vous avez 20-21 degrés et de l'autre côté 0 degré. La chaleur a tendance à passer à travers ce pont thermique. Donc il faut l'allonger au maximum. Lorsque vous faites ces briques monoblocs, vous voyez ici, vous avez ici un chemin qui, pour une brique de 37 cm, fait pratiquement 1 mètre. Et donc vous avez allongé le parcours et donc vous isolez un peu mieux. Si vous voulez isoler encore mieux, vous pouvez remplir les cavités avec de la vermiculite ou avec des petites billes de perlite expansée pour améliorer la résistance. Alors vous voyez que ces résistances thermiques sont de l'ordre de 3 à 5, c'est nettement meilleur que le bête parpaing en béton qui fait de l'ordre de 0,20. Et malheureusement, on construit encore beaucoup trop avec ces parpaings en béton. Et les isolants fibreux, vous avez des fibres, les fibres minérales, des fibres de verre ou des fibres de roche. Les fibres de verre, si vous alliez dans une usine Saint-Gobain, vous verriez que c'est très amusant. On fond du verre, un verre avec des basses teneurs en sodium pour éviter que le sodium se dissolve trop avec l'humidité. On a un filet aux alentours de 1400-1500 degrés qui coule sur un disque en platine comme une barbe à papa. Et vous avez des fibres qui partent dans tous les sens et qui tombent sur un papier sur lequel vous avez mis de la colle. Et donc vous faites à ce moment-là ces rouleaux de laine de verre. C'est très joli à voir. Vous avez aussi des fibres bio-organiques, c'est-à-dire des fibres courtes de lin ou de chanvre. Vous avez également de la paille, bien sûr. Donc vous voyez que tous ces fibres ont des lambda conduction thermique, conduction thermique assez faible, lambda 0,4, c'est-à-dire qu'il vous faut une épaisseur d'environ 15 cm pour avoir une résistance thermique de 3,8. Les isolants synthétiques, le polystyrène expansé. Alors le polystyrène expansé, on le traite avec du pentane, le pentane qui est liquide à basse température. On monte la température au cours de l'extrusion, le pentane s'évapore et laisse à l'intérieur du polystyrène toute une série de petites bulles qui sont vides, puisque le pentane a été évaporé, et donc ça vous fait un polystyrène qui est très poreux, avec plein de cavités, et c'est à ce moment-là l'air sec qui est à l'intérieur de ces bulles qui sert d'isolant. Des mousses phénoliques également, et puis alors vous avez aussi la possibilité d'avoir des films d'aluminium sur lesquels vous avez déposé du polyéthylène sous forme de petites bulles, des petites bulles sur le polyéthylène. Alors l'aluminium sert de réflecteur des infrarouges et ensuite le polyéthylène est un isolant. Avec des lambdas très honnêtes. Les super isolants du futur. Alors ça, c'est les aérogels. Alors les aérogels, il y a un stand au village de la chimie où on vous fait du gel de silicium. C'est-à-dire qu'on prend un étoxyde de silicium qu'on hydrolyse avec de l'eau et à ce moment-là, on fait des chaînes polymériques SiO, 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 SiOH, SiOH, SiOH. Et si on évapore l'eau et l'alcool qui reste là-dedans à l'état supercritique, c'est-à-dire sous pression, à ce moment-là, on a une espèce de squelette de silicium extrêmement léger. Vous voyez, il est presque transparent. Vous l'avez là, ici. Il est presque transparent. Ça a des densités extrêmement faibles. Par rapport à l'eau, c'est 0,01, 1 centième. Très léger, mais très isolant. Ou alors, des polymères nanostructurés. Alors, nanostructurés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des petits pores à l'intérieur de ce polymère qui sont de la dimension du libre parcours moyen d'une molécule d'oxygène ou d'une molécule d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de transmission thermique puisque c'est inférieur au libre parcours moyen. Donc elles ne peuvent pas bouger. Elles ne peuvent pas bouger à l'intérieur de ces nanopores. Et donc on enferme ça dans une structure un peu étanche qui est en général une structure composite qu'il faut garder sous vide. Là, c'est un peu difficile. Actuellement, les meilleures isolations pour les frigos, qui consomment très peu, c'est à partir de ces panneaux polymériques nanostructurés. Nano, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est le milliardième de mètre. Milliardième de mètre. C'est invisible. Invisible. Alors les vitrages.
Alors les vitrages, on a fait beaucoup de projets, donc beaucoup de progrès, pardon, parce qu'on remplace les vitrages ordinaires par des doubles vitrages. Ces doubles vitrages sont, décidément, je tape toujours à côté, un double vitrage, et on a à l'intérieur de ce double vitrage de l'air sec, et sur la face interne, on dépose des microparticules de métal pour que ça reste tout de même transparent, mais ces microparticules de métal ont une propriété, ils renvoient le rayonnement infrarouge à l'intérieur de la maison. Donc, le soleil peut pénétrer, mais si vous chauffez la pièce, eh bien, l'infrarouge est rejeté à l'intérieur de la maison et ne ressort pas à l'extérieur. Donc, on a ce qu'on appelle des vitrages à isolation renforcée. Saint-Gobain, par exemple, vous voyez qu'il y a des rapports extraordinaires entre un simple vitrage ordinaire, un simple vitrage ordinaire, ces petites machines, ça ne marche pas. Un simple vitrage ordinaire et le triple vitrage avec en plus les petits nanoparticules métalliques qui reflètent. Vous avez un coefficient 8 par exemple, un coefficient 8 entre un vitrage ordinaire et ces vitrages à isolation renforcée. Donc chauffons la maison plutôt que chauffer le jardin. Donc utilisez des vitrages super isolants. Le bois, c'est un matériau à devenir, le bois. On ne l'utilise pas suffisamment en Europe, sauf dans les pays nordiques. Aux États-Unis, on l'utilise beaucoup plus. En France, on ne l'utilise pas tellement. Pourquoi ? Parce que finalement, le bois, c'est un matériau composite et il a un lambda qui est très honnête, de l'ordre de 0,16. Et sur un socle de béton, à ce moment-là, on peut préfabriquer des panneaux en bois et on les dépose sur un socle de béton. Ces panneaux en bois contiennent les canalisations de chauffage, éventuellement, des canalisations d'eau, les circuits électriques et même les sandwichs avec du laine de verre ou de laine de roche pour l'isolation. L'avantage, c'est qu'on construit une maison en quelques semaines plutôt que quelques mois traditionnellement. Et donc la qualité BBC est plus facilement acquise. La qualité BBC, c'est où une maison passive, même parfois, qui produit de l'électricité ou qui produit de l'énergie. L'éclairage, un éclairage peu énergivore. L'éclairage, on est passé de la bougie en passant par la lampe à filament. Alors la lampe à filament, en gros, 20% de son énergie sert à éclairer et 80% sert à chauffer. Donc ce n'est pas très rentable. On est passé ensuite aux lampes à basse consommation, puis aux LED, diodes électroluminescentes. Ce sont des semi-conducteurs et grâce à une découverte du semi-conducteur qui est le nitrure de gallium-indium, on a à ce moment-là un semi-conducteur qui, sous influence du courant électrique, donne une radiation bleue. C'est grâce à ça, on peut mélanger ce semi-conducteur avec les autres qui donnent du jaune et du rouge. Jaune, rouge, bleu, ça donne la lumière blanche. Et donc maintenant, on a des LED qui sont un peu partout et commercialisés partout et qui donnent de la lumière blanche. Mais on a des nouveautés, les OLED, qui sont commercialisés dans certains postes de télévision, des grands postes de télévision, parce qu'ils sont encore plus petits. Ça donne des pixels extrêmement fins et c'est petit et ça consomme presque rien. Et donc, on peut imaginer des murs d'images et donc éclairer votre maison non plus avec des spots ou avec des lampes, mais avec des murs dans lesquels vous aurez tapissé avec des OLED et vous éclairez à ce moment-là les murs pour éclairer votre maison, avec une consommation qui est très faible. Le chauffage économique. Alors on peut penser effectivement que le chauffage au bois, c'est un chauffage qui est finalement très écologique, puisque c'est un chauffage de l'énergie durable, puisque le bois, grâce à la photosynthèse, vous le renouvelez facilement dans les forêts. Oui, mais
le PCI, le pouvoir calorifique est faible. D'un kilo de bois, c'est environ 4 kW par kilo. Ça vaut le coup tout de même, parce que c'est renouvelable, mais utilisez de préférence des foyers fermés ou des chaudières à plaquettes. Parce que dans ce genre de foyer ouvert, vous avez des rendements lamentables, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Et de plus, vous envoyez dans l'air beaucoup de petites particules, ce qu'on appelle des PM2,5, qui sont inférieures à 2,5 microns et qui sont très mauvais pour la santé des habitants. C'est pour ça que l'année dernière, je crois, la maire de Paris voulait ne plus avoir de foyer, parce que c'est les foyers ouverts qui envoyaient dans l'air de Paris 3 ou 4 fois plus de particules que les diesels dans la ville. Et c'est vrai. Donc préférez ces foyers fermés ou les chaudières à particules, à plaquettes, qui ont des rendements de l'ordre de 90%. Autre utilisation, le chauffage électrique. Le chauffage électrique, il faut en profiter. En France, on a un mix électrique qui est très intéressant. Environ 60 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est un mix très faible, presque le meilleur d'Europe. En Allemagne, c'est 560 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, chauffage électrique en France, oui, mais là aussi, n'utilisez pas des grille-pains, utilisez des radiateurs avec une inertie thermique, c'est-à-dire à l'intérieur une céramique ou une fonte d'aluminium, par exemple. Les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est pratiquement l'inverse du frigo. On se sert d'un fluide frigogène, qui est en général un fluorure d'éthylène, par exemple, ou un carbofluorure, en faisant très attention parce qu'on ne doit pas contribuer également au trou d'ozone en laissant échapper trop de chlorure. Ils sont remplacés actuellement. En gros, vous comprimez un fluide frigogène, ensuite vous l'envoyez pomper les calories de l'extérieur, ensuite vous l'évaporez et vous servez du froid qui est produit pour sortir. Donc vous piquez des calories à l'extérieur par l'intermédiaire du fluide frigogène et vous les mettez à l'intérieur. C'est l'inverse du frigo. Efficacité énergétique des bâtiments anciens, c'est le gros problème, parce que si on sait faire des bâtiments nouveaux avec un surcoût de l'ordre de 10 à 20%, pour les bâtiments anciens, c'est plus compliqué, parce que soit on mange un petit peu de la surface habitable, 10 à 15% par isolation intérieure, soit on fait de l'isolation extérieure. Et donc vous voyez que là, on fait de l'isolation extérieure comme ça, en faisant très attention. Si vous utilisez du polystyrène expansé, il faut qu'il soit inifugé. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet été, le drame qu'il y a eu à Londres avec les bâtiments qui avaient été isolés par l'extérieur, qui avaient pris feu par l'extérieur et qui avaient entraîné pas mal de morts. Donc très attention pour l'isolation extérieure. L'énergie solaire, eh bien, on reçoit à peu près, lorsqu'il fait beau, environ 200 watts par mètre carré et par jour d'ensoleillement. Donc on peut transformer cette énergie soit en chaleur par des chauffe-eau solaires, soit en électricité par le photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, eh bien, c'est d'abord la chimie du silicium. La chimie du silicium, on part du sable. Le sable, c'est de la silice, SiO2, qu'on doit réduire à haute température par du charbon, par exemple. Donc on réduit le SiO2 en silicium à haute température. Mais pour faire des semi-conducteurs de photovoltaïque, il faut que ça soit très pur. Donc on passe ensuite par des chlorures, on distille les chlorures de silicium, ça permet d'éliminer les impuretés. Ensuite on refond et quelquefois on fait un monocristal, comme ça, par méthode Krausalski. On fait un monocristal et donc ça coûte beaucoup d'énergie. On doit utiliser du 99,999,9 de pureté pour ensuite le doper. Donc on met quelques ppm d'indium ou de gallium ou de phosphore et d'arsenic pour faire un semi-conducteur. Et à ce moment-là, le photon qui va tomber, il va produire un courant. Ce courant, on doit évidemment ensuite le travailler.
Le rendement actuel, c'est de l'ordre, pour les cellules photovoltaïques qu'on met sur le toit ou qu'on met dans les champs, c'est de l'ordre de 12 à 20%. Pour le gallium arsenic, c'est mieux, mais le gallium arsenic, c'est beaucoup plus cher. Et, par contre, les chimistes, notamment des chimistes parisiens, réussissent à faire des couches minces de tellurure de cuivre indium-gallium et qu'on peut répandre sur une vitre qui à ce moment-là reste transparente mais qui peut produire du courant sous l'influence de la lumière. Et il commence à avoir des cellules organiques qui commencent à grimper en rendement. Ils sont aux alentours de 8%, mais on espère 12%, ou des cellules de type perovskite. Bon, voilà un petit peu ce que vous connaissez, hein, des capteurs aux cellules de silicium, avec un rendement de 12 à 20%. C'est du courant continu, donc pour l'utiliser dans la maison, il faut le transformer en courant alternatif. Et on a la possibilité de le vendre à EDF, mais EDF le rachète à des tarifs qui baissent depuis à peu près 10 ans et qui commencent à arriver à peu près au même prix que ce que l'on achète directement, aux alentours de 12 à 15 centimes le kilowattheure. Le problème, eh bien, c'est que ces sources photovoltaïques sont alternatives. Quand il y a un nuage qui passe, ben, le courant tombe. La nuit, c'est rare que le soleil brille, donc il n'y a pas de courant non plus. Donc vous voyez, ces pics, ça vient d'un parc photovoltaïque en Vendée. Vous voyez qu'on passe de 5000 kW en puissance à 0 en quelques heures, quelques minutes parfois. Il suffit qu'on ait un gros nuage noir qui passe pour que ça tombe. Donc, inévitablement, il faut stocker. Et actuellement, c'est le gros problème. Par contre, vous avez déjà, si vous voulez autoconsommer, c'est-à-dire que si vous voulez consommer le matin et le soir l'électricité que vous avez acquis dans la journée, donc on a ici un pic de soleil dans la journée, le midi, on consomme le matin, on consomme le soir, et on a des armoires qui sont en général des armoires à base de lithium-ion, des batteries lithium-ion. Vous avez Tesla, qui ne fait pas seulement des fusées, qu'il envoie dans l'atmosphère, qu'il envoie un peu partout. Tesla fait actuellement de stockage de ce qu'on appelle Powerwall, qui représente à peu près 80 kW de stockage, kilowattheures de stockage, qui peut servir donc le matin et le soir, alors que vous accumulez l'électricité à midi, par exemple. Et vous avez aussi une petite entreprise française, Easily France, qui fait un peu la même chose. Le problème, c'est que ça coûte un peu d'argent, tout ça. Hein. Mais bon, si vous voulez autoconsommer, si vous ne voulez pas être raccroché au réseau EDF, vous pouvez le faire. Bon, petit moment de respiration. Non, ceci n'est pas l'habitat du futur, c'est du bois. Quoique, hein, le bois, vous avez vu, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Bon. Troisième partie, de la ville à la mégapole. Alors on peut passer du petit village de ces Gaulois qui se protégeaient de leurs ennemis, ça devait être des Romains, je crois, hein, et qui vivaient tranquillement en Bretagne, à des mégapoles, des cités, où on regroupe des millions de personnes et où la hauteur des buildings le dispute aux milliards qui sont traités dans ces immeubles. Les populations urbaines continuent à augmenter. Ce n'est pas des populations urbaines qui manquent, je me suis trompé, c'est des populations rurales qui migrent vers les villes. Et donc, vous avez à peu près actuellement 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. Les experts pensent qu'en 2020, ce sera 60% qui vivront. Ça veut dire près de 5 à 6 milliards de personnes qui vivront dans des villes. Alors ça pose des problèmes énormes. Vous avez plus de 14 mégapoles qui sont au-delà de 20 millions d'habitants.
Tokyo, par exemple, Jakarta, Séoul, Karachi en Inde, Shanghai en Chine, Manille également 24. On décompte à peu près 525 villes de plus de 1 million d'habitants. Paris, combien? Avec les banlieues, on tourne aux alentours de 5, je crois. 2 à 3 millions urbains. Alors, ça occasionne évidemment des choses compliquées. Quand vous avez dans certaines villes près de 1000 habitants par jour qui arrivent, vous voyez que c'est très compliqué à loger. Donc des maux sous-jacents, une hygiène défaillante, une insécurité permanente, une circulation absolument infernale. Et pour cela, il faut faire des investissements considérables. Exemple, à Lagos, il y a eu des investissements extrêmement forts, notamment pour démonter les bidonvilles et reconstituer un ensemble qui pouvait ne pas trop dépayser les gens qui habitaient dans ces bidonvilles, mais la circulation reste toujours très compliquée. À droite, à Pékin, on a rasé entièrement des quartiers anciens pour reconstruire des nouveaux immeubles et des nouveaux quartiers, mais vous voyez que malgré tout, vous entendez périodiquement à la radio que le niveau du brouillard et le niveau de pollution a augmenté. Donc, les grandes villes intelligentes doivent répondre à un certain nombre de défis. Il y a des défis sociologiques, des défis énergétiques, des défis culturels, des défis économiques et des défis de résilience, c'est-à-dire de sécurité, et se projeter dans le XXe siècle. Et donc on a là une ville qui doit être économe en énergie, une ville qui permette l'accès à l'électricité à tous ses habitants, l'accès à l'eau potable et surtout à l'assainissement. Vous avez de grands problèmes pour les eaux usées. Une sécurité également à l'intérieur de cette ville. Traitement et valorisation des déchets. Quand vous avez plus de 10 millions d'habitants, le traitement des déchets devient un casse-tête abominable. Des transports propres, une circulation urbaine facilitée, une qualité de l'air qui est importante également, et une ville connectée maintenant pour ses habitants. Alors, une ville économe en énergie. Eh bien, la chimie peut intervenir, notamment à gauche, pour des bâtiments en bois, bois traité, consolidé, structure et revêtement et murs en bois, avec, je dirais, une certaine facilité à obtenir des bâtiments énergétiquement sobres, voire BBC. Chauffage. Les chauffages par circuit de chaleur, des circuits de chaleur urbains, et si possible par géothermie. Mais là aussi, la chimie doit intervenir parce que la plupart de ces eaux chaudes qui sont à très basse profondeur géothermique sont chaudes et elles sont en général très riches en chlorure. Et donc des problèmes de corrosion importants, donc protection de colorants ou nouveaux alliages pour aller chercher cette eau. Pour avoir des transports propres, eh bien, la chimie intervient. À gauche, la voiture électrique que vous connaissez. Allègement des structures, c'est-à-dire alliage d'aluminium ou matériaux composites carbone. Des moteurs avec des rendements excellents à base de terres rares. Donc, des moteurs qui vous demandent également de la métallurgie chimique. Et puis également des batteries ion lithium en général, dont les électrochimistes essayent d'augmenter la capacité massique pour augmenter l'autonomie des voitures.
À droite, des transports en site propre, l'allègement des structures qui vaut également pour les tramways, qui vaut également pour les bus, éventuellement des bus pouvant marcher au biogaz, c'est-à-dire la transformation des déchets pour fabriquer du méthane. Une ville à atmosphère non polluée, alors là, c'est les gens qui font de la catalyse et qui font des catalyseurs qui ont du problème et qui ont du boulot sur les bras. Parce qu'on a des oxydes d'azote, NO, NO2, on met tout ça dans NOx, de l'ozone, des composés organiques volatiles, également des microparticules. Pour assainir tout ça, il faut de la catalyse, il faut des filtres à particules, et donc là encore, beaucoup de chimie. Autrement, sinon les architectes ont des rêves d'écoquartier, et si, comme le disait Alphonse Allais, on ne peut pas bâtir les villes à la campagne, on peut essayer de ramener la campagne sur la ville dans les écoquartiers, c'est-à-dire multiplier le nombre de jardins, le nombre de jardins, d'agréments, mais également des potagers que l'on peut mettre sur les toits des maisons. Projet d'écoquartier. Donc, dans l'habitat du futur, quelle que soit, je dirais, votre habitation future, elle sera économe en énergie, sinon productrice d'énergie, avec des super isolants et des chauffages intelligents, des vitrages qui pourraient être électrosensibles, et également de l'eau et également des déchets recyclables. Donc, si vous résumez tout ça, l'énergie devenant de plus en plus coûteuse, les bâtiments seront économes à l'isolation, renforcés, avec des matériaux biosourcés, des moyens de production d'électricité ou de chaleur autonomes et intelligents, l'éclairage des constructions avec des OLED qui vont illuminer les espaces de vie. Les dépenses en eau seront limitées, mais on risque d'avoir deux circuits d'eau, un circuit d'eau potable et un circuit d'eau de service, pour éviter, je dirais, toutes les méga usines de traitement des eaux. Des déchets recyclables, avec probablement une floraison de poubelles ou du tri automatique. L'assainissement de l'air intérieur reste un très gros problème sur lequel les architectes planchent actuellement, car parfois l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Des dérivés organiques, des vapeurs. C'est pour ça qu'on propose de plus en plus des assainisseurs d'air qui sont en réalité des ventilateurs avec des particules d'oxyde de titane, TiO2, et un rayonnement ultraviolet qui permet d'oxyder à peu près toutes les molécules qui sont mauvaises pour la santé. Donc super isolant, LED, OLED, purification, traitement de l'eau, couche mince photovoltaïque, stockage de l'électricité dans les nouvelles batteries, véhicules électriques ou à hydrogène, filtre à particules, pot catalytique, domotique, ville intelligente connectée, bien, c'est encore la chimie qui est à la source de tous ces progrès. Pour en savoir plus, mediachimie.org, chimie et habitat, et chimie et grande ville. Vous avez tout ça sur mediachimie.org. Merci de votre attention. Bien que l'exposé était extrêmement clair, il y a peut-être des questions. Sinon, on continue notre ordre du jour. Donc, je pense qu'il y a 2 personnes qui veulent s'exprimer. Non ?